Comme je savais que j'intervenais en fin d'événement, vous avez déjà le samedi dans les pattes, vous allez ce matin dans les pattes. J'ai pas eu envie de vous faire un exposé, un exposé professoral comme ça, un cours où juste vous êtes là, vous m'écoutez, ça m'intéresse pas. Puisque là je suis présent ici, ça me fait plaisir, on va travailler ensemble. Alors puisque le sujet dont je dois vous parler aujourd'hui, c'est la vulgarisation ou la médiation culturelle et scientifique, les deux termes existent, vulgarisation, médiation. À titre personnel, j'ai tendance à considérer que ce sont des synonymes. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Alors, on a quelqu'un qui n'est pas d'accord, là-bas, le président de la STEC, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la différence? La vulgarisation est une forme de médiation, mais on peut passer une information sans la vulgariser. La médiation, c'est fait par l'intermédiaire entre les deux, pas forcément la vulgariser. Bien joué, bien joué. Alors, ouais. Moi j'ai pas compris, mais j'ai compris culturel et scientifique. Oui. Ah ouais, bah but culturel, ça peut être de l'art, scientifique, c'est pas de l'art. Alors, culturel au sens de culture, au sens large. On peut tout à fait être un expert en art et transmettre les idées de la même manière qu'un expert en sciences peut transmettre des idées. D'accord. Effectivement, le terme médiation est polysémique. Ouais. Moi, je pense que la médiation, il faut s'adapter au public. Donc, forcément, selon le public, il faut essayer de dire qu'il est Ok. Il y a au moins un demi-sourd dans la salle, c'est moi. Donc quand vous parlez, peut-être si vous levez la main, c'est toi qui le livre là, mais on peut faire passer éventuellement un deuxième micro. On peut faire passer un deuxième micro. Alors, on a une question là-bas, on a quelqu'un qui lève la main. Oui, je sais. Je sais bien. Donc je vais peut-être prendre un des feutres qui s'efface un peu moins facilement. Tant pis, on donnera l'huile de couche tout à l'heure, mais au moins on verra. Est-ce que je peux avoir un des feutres tout à l'heure? Je t'ai donné le vert. Ouais, mais du coup, on le voit pas du tout. Donc tant pis si les autres s'effacent moins bien. On est sur un avec de l'eau. Moi je trouve que c'est orienté vers. Hein. C'est un peu orienté vert. En plus, dans ce cas, donne-moi du rouge, ça sera beaucoup plus orienté dans le côté que j'aime bien. Allez, merci beaucoup. Donc alors, médiation, vulgarisation. C'est pas mieux là. Mais si, c'est pour les jeunes 3D. Ceux de ma génération se rappellent de ces trucs-là. Il y a toujours ça dans les machins, genre le journal de Mickey et tout, c'est vachement bien. Oui, c'est tout de même un peu mieux, et quand je vais écrire d'autres choses, ça ira encore mieux. Ok, donc, d'autres remarques sur la différence entre médiation et vulgarisation? Ouais. Alors, micro. Et voilà. Non, c'est près de la bouche. La personne qui s'occupe de la médiation est quelqu'un qui répond aux questions du public. Que c'est une médiation au faune sauvage, donc c'est une personne qui appelle pour avoir des solutions. Alors que les autres personnes, ce sont des vulgarisateurs quand ils font des conférences, quand ils font des explications. Mais ça, c'est peut-être uniquement dû à l'association dans laquelle je pense. Non, alors je suis très content de ce que vous avez dit parce que ça correspond plus ou moins à ce vers quoi je voulais nous orienter. La vulgarisation est effectivement une forme de médiation. La médiation étant en fait tout simplement ce qui se situe entre deux entités. En l'occurrence, dans le cadre de la vulgarisation, on a d'un côté les experts, de l'autre le peuple, entre guillemets le vulgaire, au sens noble du terme. Je rappelle que vulgaire, c'est la même racine que vulgate, la Bible qui a été traduite dans la langue de tout le monde en latin. Ce n'est pas du tout un gros mot de base. Vulgaire, c'est juste dire comme tout le monde. Bon, s'il y a des snobs qui considèrent que être comme tout le monde c'est vulgaire, écoutez, faites-vous plaisir. Donc la vulgarisation est effectivement une forme de médiation. La médiation pouvant être effectivement, par exemple, une personne qui va en aider une autre avec ses démarches administratives. On parle de médiateur dans ces cas-là. Une personne qui va aider deux entités qui s'engueulent à se mettre d'accord. Médiateur. Le vulgarisateur a véritablement pour objectif de rendre le message culturel et scientifique clair, entre guillemets, de le traduire dans la langue du tout commun. Alors maintenant du coup, on va mettre de côté un petit peu la médiation. Et on va se concentrer sur la vulgarisation. De toute façon, je crois que c'est le titre de mon intervention. C'est ça? Tout à fait. Alors, vulgarisation. Si je vous dis vulgarisation, là comme ça, et puis je vais les écrire, est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent à l'esprit? Je vous écoute. Vulgaire. Vulgaire. Simplification. Simplification. Alors attendez, vulgaire. Simplification. D'autres? Accessibilité. Accessibilité, ça me fait plaisir. Explication.
Accessibilité. Communication. Explication. Communication. Communication. Pédagogie. Pédagogie. Compréhension. Compréhension. Public, très très bien. Adaptation. Comment? Adaptation. Adaptation. On est pas mal. Il y a Camille qui veut parler. Ouais. Ouais. Connaissance. Connaissance. Ah, connaissance. J'ai pas compris. Nivellement par le bas. Nivellement par le bas. Ouh, alors ça. Connaissez, hein. Provocation. Je vois tout à fait l'idée, mais peut-être qu'elle est mal formulée. J'espère qu'elle est mal formulée, mon Dieu. Pitié. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est pas le gardien, il est mon rebelle, il est débile là. On se calme. Alors, je réalise que j'ai commencé comme ça, la direct, je vous ai fait chanter dans tous les sens. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter, effectivement, donc Vlad Tapas. Et je mets ça en pause, je vous jette tout en tout, sans mettre en bouquet, je fais tout dans le désordre. Vlad Tapas, je suis salarié de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, dont le président est là-bas. Je suis effectivement vulgarisateur. Je préfère en règle générale justement le terme de médiateur scientifique et culturel, notamment parce que j'interviens très souvent auprès de publics défavorisés, c'est-à-dire que je suis responsable accessibilité pour l'ASTEC. J'interviens surtout auprès de publics handicapés, donc je parle de sciences et de culture aux publics handicapés, surtout aux sourds, en langue des signes, parce que c'est des populations qui sont souvent, très souvent, oublié. Et c'est pour ça que je suis très content d'intervenir aujourd'hui pour parler de vulgarisation, parce que s'il y a un élément dans la vulgarisation qui est très important, et ça a été mentionné, c'est le public. Et on parle très peu du public dans la vulgarisation. Très souvent, on parle de vulgarisation, on va s'intéresser beaucoup aux vulgarisateurs, on va donner des méthodes et tout. La première étape, quand on se pose des questions sur la vulgarisation et sur la pédagogie, quelque part, en général, c'est le public auquel le public qu'on a face à soi. Parce qu'on ne va pas du tout s'adresser de la même manière à une personne qui a d'ores et déjà un bac plus 5 dans la discipline dont on veut parler, une personne qui a un bac plus 5 dans une autre discipline que celle dont on veut parler, une personne qui n'a pas encore le bac, une personne qui a grandi sans éducation, une personne qui justement est handicapée, une personne qui va être sourde et avoir des problèmes de langage, une personne qui ne va pas parler la langue dont on parle, on va essayer de s'adapter, on va utiliser des outils. Il faut toujours se poser la question, à qui est-ce qu'on s'adresse? C'est toujours la première question fondamentale qu'on se pose lorsqu'on fait de la vulgarisation, que ce soit scientifique, culturelle, peu importe. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'aime bien le terme de médiation, parce que très souvent, nous autres vulgarisateurs, alors il y en a qui sont les deux, qui ont les deux casquettes effectivement, mais nous autres vulgarisateurs, on n'est pas experts. Par exemple, à titre personnel, j'ai fait des études de musicologie. J'ai fait une thèse en musico, c'est là-dedans que je suis expert, c'est dans la musicologie. Il y avait effectivement un gros volet philosophie dans ce que j'ai fait, dans ce sur quoi j'ai travaillé, ce qui fait que du coup j'ai facilement pu rattacher les wagons avec l'épistémologie, avec l'esprit critique, avec le fait de prendre du recul sur les informations, sur la science, sur la culture, sur les résultats, sur la connaissance, la différence entre connaissance, croyance, etc. Tout ça on est vraiment dans le domaine de l'épistémologie, c'est-à-dire du fait de prendre du recul sur la discipline. C'est très méta l'épistémologie. L'épistémologie c'est la science de la connaissance. Sachant que science vient déjà de connaissance, enfin voilà. Donc moi je suis expert là-dedans et pourtant j'interviens très souvent pour parler des biais cognitifs, pour parler de zététique, pour parler de science, parfois pour parler de neuro. Donc je ne suis pas percé, enfin je ne suis pas exactement expert dans ces domaines. Moi j'ai un autre rôle. On a d'un côté des experts qui vont être derrière moi et le public qui est devant moi. Moi mon rôle ça va être de me saisir de ce que disent les experts, de le traduire en langage compréhensible par le tout venant et d'essayer de faire en sorte de transmettre les idées. Tout en sachant que malheureusement, simplifier, c'est également trahir. On peut très difficilement transmettre l'intégralité des subtilités d'une idée sans avoir d'ores et déjà énormément de connaissances sur le sujet. On s'en rend compte quand on attaque des études supérieures, très souvent, ou même tout simplement quand on passe de la 6e à la seconde, la 6e à la 5e même, on apprend des choses en 6e, on arrive en 5e, on nous dit alors voici maintenant les exceptions. Super, pourquoi je me suis cassé le cul à apprendre le reste?
Il faut les bases, c'est absolument nécessaire. Donc ça, c'est effectivement, c'est le rôle du vulgarisateur. Le vulgarisateur est là, il se met au milieu. C'est pour ça que j'aime bien le terme de médiateur. Il y en a qui vont être experts et vulgarisateurs en même temps. Il y en a plein, je pense à des tas de noms, je pense à Tania Louis par exemple, de la chaîne Biologie Tout Compris, qui est super. On a Sébastien Canevet de Vous avez le droit, qui est super aussi. On en a un paquet. Mais ils ne mettent pas la même casquette. Ils ne mettent pas la même casquette et ils ne pratiquent pas leur métier de la même manière, ils ne pratiquent pas la transmission de connaissances de la même manière, en fonction qu'ils soient dans leur amphi face à des personnes qui apprennent, ou par exemple sur Internet face à, et bien au final à qui? À votre avis, sur Internet, on s'adresse à qui? À qui, pardon? Comment? Alors, monsieur tout le monde, j'entends les adolescents, ça c'est intéressant. À n'importe qui. Madame tout le monde. Alors, monsieur, madame tout le monde, n'importe qui, c'est exactement pareil. J'ai entendu les adolescents, ça m'intéresse beaucoup. Aux gens déjà convaincus. Merci. Aux gens déjà convaincus. Ça, c'est intéressant. Aux gens déjà convaincus. Parce que nous autres, on s'est réunis aujourd'hui parce qu'on est dans la zététique, parce qu'on est dans l'esprit critique. Par conséquent, ça ne nous dérange pas fondamentalement d'écouter l'avis contraire. Et même quelque part, l'avis contraire nous nourrit. Parce qu'on a tous, autant qu'on est, appris une méthode. Il faut vraiment prendre conscience du privilège qu'on a, nous autres. Si on est tous ici, si on a fait l'effort de venir à un événement d'esprit critique, c'est qu'on a déjà cette discipline. A priori, il y a énormément de zététiciens et énormément de personnes qui se revendiquent de l'esprit critique, qui ont uniquement eu la chance, entre guillemets, de tomber du bon côté de la barrière. Qui n'ont pas de méthode, qui juste ne croient pas dans les fantômes, ne croient pas dans le paranormal, ne croient pas dans les aliens, ne croient pas dans l'homéopathie, ne croient pas dans etc. avec des points aveugles bien sûr. Tout le monde n'a pas forcément de méthode, mais a priori, par simplification, je vais partir du principe qu'ici, tout le monde en a. Sauf que le tout venant n'a pas forcément une grande méthode scientifique, n'a pas forcément acquis ces différents mécanismes-là, ces différentes protections mentales, entre guillemets. Encore qu'on n'est jamais totalement protégé et que plus on se croit sceptique, plus on se croit protégé, moins on l'est. Donc là, on fait attention. En règle générale, on va s'orienter vers les sources d'informations qui vont dans notre sens. Et ça, c'est hyper important à prendre en considération quand on travaille sur Internet, quand on ne sait pas qui on va avoir face à soi, parce qu'il faut réussir à produire du contenu qui ne va pas braquer. Alors évidemment, il y a deux manières de faire. Il y a d'un côté, on va, entre guillemets, fidéliser une audience, on va faire plaisir aux gens, leur proposer cette espèce de plaisir cognitif qui est d'être, entre guillemets, entre initiés. Je veux dire, on va pas se mentir, quand on est entre nous et que quelqu'un balance une blague sur les aliens, sur les théories du 11 septembre, sur les antivax, c'est rigolo, on s'amuse, on se marre, il y a un plaisir cognitif. Il y a des personnes sur Internet qui jouent avec ça. Mais est-ce efficace? Pas du tout. On est juste dans une alimentation de réactance, ça ne fonctionne pas. Il faut juste savoir de quel côté on est. Si on a envie de parler aux personnes qui ne sont pas encore convaincues, qui ne le seront peut-être jamais du reste, il faut réussir à adapter son langage, à adapter la manière dont on parle, il faut réussir à les mettre dans une disposition dans laquelle ils se sentent écoutés. Et ça, sur Internet, eh ben, c'est compliqué. Il y a un outil comme ça qui existe, qui est super pour déconvertir les personnes, c'est l'entretien épistémique, dont vous avez sans doute tous déjà entendu parler, ou street épistémologie. On a quelques chaînes qui font ça, et puis on a notamment l'association à Lyon, comment s'appelle-t-elle déjà Opinion sur rue. Opinion sur rue, tout à fait, merci beaucoup, je savais que c'était quelque chose sur rue. Opinion sur rue, qui est une association, c'est pas à Lyon, non pardon, je crois que c'est à Toulouse. Enfin, c'est un peu, de toute façon, ils sont sur Internet, donc un peu partout en France. L'entretien épistémologique, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, puisqu'il consiste à écouter la personne qui n'a pas la même opinion que nous, l'écouter en lui posant des questions, et en fait, on ne propose pas d'arguments, on ne donne pas d'arguments, on se met dans les bottes de celui qui écoute. On pose des questions, on s'intéresse, éventuellement on reformule. Là, on est sur un outil qui est intéressant. Malheureusement, la vulgarisation est impuissante pour ça. C'est extrêmement rare les personnes qui sont en mesure d'écouter un discours, d'écouter un contre-discours, quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'elles croient,
et de se remettre en question. C'est extrêmement difficile, ça arrive, évidemment. On a des témoignages, nous, sur La Tronchambier, qui est l'une des chaînes sur lesquelles j'interviens. On a des témoignages sur La Tronchambier de personnes qui nous écrivent pour nous dire « Merci pour vos vidéos, vous m'avez fait changer d'avis, ça m'a fait du bien ». Ça arrive, mais c'est quand même statistiquement, c'est quand même extrêmement rare. Dans l'ensemble, la plupart des personnes qui vont sur Internet, qui lisent un journal, vont sur des trucs sur lesquels elles sont déjà d'accord. Je veux dire, quelle personne de gauche lit des journaux de droite, quelle personne de droite lit des journaux de gauche? On va pas se mentir, moi aussi j'ai ce biais. Moi non plus, Le Figaro, je ne lis pas beaucoup. Hein. Enfin bon, toute blague mise à part, c'est un mécanisme qui est naturel. Parce qu'il y a un confort cognitif à réentendre dans une voix différente ce qu'on pense déjà. C'est très très agréable. Et ça, c'est un enjeu qu'on a en tant que vulgarisateur qui est très très compliqué. Parce qu'on essaye justement d'être une passerelle, sauf qu'on essaye d'être une passerelle avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de nous écouter, qui n'ont pas forcément envie d'emprunter le pont qu'on va incarner. Je vois des gestes très loin. Qu'est-ce que... Comment ? Très bien. Ça, c'est un enjeu qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des idées d'outils par lesquels on peut passer? Le fouet. Moi, je suis d'accord, hein, mais même avec mes élèves, la direction n'est pas d'accord. Ils m'ont vu passer dans la salle des profs avec la martini, ils m'ont dit c'est cool. Ils m'ont confisqué. Je l'ai pas encore récupéré. Ouais. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit juste avant. Oui. Pourquoi est-ce que tu dis que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ça, en vulgarisation, c'est pas des gens qui vont vouloir regarder cette vidéo, vont vouloir, pourquoi il y aurait des gens qui sont dans ça? Parce que, qu'on le veuille ou non, la science est latéralisée. La science a une coloration. Par exemple, énormément de personnes profondément religieuses ne vont pas avoir envie de regarder des vidéos de biologie qui vont parler de l'évolution. Le savoir est rarement totalement désincarné. Alors oui, 2 plus 2 font 4, d'accord. Là c'est quand même très... on est sur du très basique. Dans l'ensemble, tout le monde est d'accord. Mais quand on sait qu'il y a même des personnes qui croient dans la Terre plate, des personnes qui croient dans les reptiliens, il faut savoir se mettre à la place des autres. Et oui, la science, il y a déjà un ancrage. Et de toute façon, la vulgarisation, c'est politique. C'est politique pas dans le sens où c'est encarté, je veux dire, c'est apartisan. La science est apartisane. Sauf que pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce sujet plutôt qu'un autre? On prend des décisions. Et ça, c'est compliqué. Rien que nous, sur La Tronchambier, le fait qu'on parle de temps en temps de biologie, il y a des personnes qui ne veulent pas nous suivre. Parce que pour elles, tout est social. Quand on parle de social, il y a des gens qui ne nous suivent plus, parce que pour elles, tout est biologique. On est dans cet entre-deux qui fait que tout le monde ne nous suit pas. En fait, quoi qu'on dise, il y a des gens qui vont se sentir touchés par ce qu'on dit. Alors, à différents niveaux, et quelquefois, à un niveau tellement élevé, qu'elles ne vont pas vouloir écouter le reste. Il nous est même arrivé d'avoir des personnes qui nous suivaient depuis des années. Un jour, on parle d'un truc, et elles se barrent. Ça arrive. Et il faut savoir en prendre connaissance. Est-ce que j'ai répondu à la question? Moi, la question c'était du coup, ils vont pas regarder la vidéo, donc pourquoi est-ce qu'il serait... L'idée c'est qu'on veut qu'ils regardent quand même la vidéo. On essaie de les assurer. On veut qu'elles regardent la vidéo, c'est-à-dire on peut pas forcer les gens. Je veux dire, le fouet, je suis chaud, mais ça marche pas. Et puis c'est pas légal en plus. Je suis navré. Je m'en lamente, je me lamente de cette situation. Alors, on a déjà déjà là, oui. J'ai une autre question qui me ramènerait au problème de la définition de ce qu'on appelle vulgarisation. Oui. Parce que tu viens d'utiliser à plusieurs reprises on. Qui commande la vulgarisation? Qui la pilote? Qui la finance? Vers qui c'est dirigé? Parce que j'ai vu une très grande proximité quand tu as essayé de positionner les différentes parties prenantes à la vulgarisation en disant il y a les experts, il y a moi et il y a le public. Ça m'a fait penser immédiatement à la situation pédagogique et du phénomène que l'on appelle un peu pompeusement la transposition didactique. Oui. Entre un professeur qui est en phase de première ou terminale, qui a été formé en université et qui est amené en fonction d'un programme, d'un public, de dire des choses qui font partie des connaissances
et donc est amené à transformer d'une certaine façon les connaissances qu'il a acquises via la recherche que sont censés représenter les professeurs qui sont en université, d'où leur titre d'ailleurs d'enseignant-chercheur, et puis les élèves qu'il a devant lui. Oui. Donc, quelle est la différence qu'il faut voir entre ce processus de transposition didactique et ce que tu appelles la vulgarisation? Ok, alors pour la caméra, je résume la question. Quelle est l'indifférence en gros entre un professeur à l'école et un vulgarisateur, c'est ça? Si on veut. D'accord. Alors, déjà, le professeur, c'est quelque chose qui va se faire sur le long cours. En général, c'est sur une année. Il a un titre, il est là. Là, je vais m'écarter de la vulgarisation sur Internet pour parler de la vulgarisation plus générale. Très très souvent, un vulgarisateur n'est pas forcé de le voir. Et c'est là que notre boulot est difficile. On doit essayer de faire en sorte... On n'est pas forcé de le voir. Un professeur, on doit aller à l'école. On est tenu d'aller à l'école. Le vulgarisateur, on va voir si on a envie. Bon, évidemment, à l'université, c'est un petit peu différent. Les enseignants-chercheurs à l'université, les gens vont en cours à la fac s'ils en ont envie. Généralement, le vendredi matin, il n'y a personne parce que jeudi soir, tout le monde sait ce qui se passe. Toujours est-il que l'idée, c'est que il existe des diplômes de vulgarisation, bien entendu, mais ils n'agissent pas à la même échelle et ils n'agissent pas dans les mêmes environnements. Vulgarisateur, on va le retrouver au musée, on va le retrouver sur Internet, on va le retrouver parce qu'on a envie de le retrouver dans une salle de conférence ou parce qu'un dimanche, on n'a rien d'autre à faire que d'être dans cette salle pour écouter la Vlad Tapas parler au cercle zététique. Il y a une initiative, il y a cette initiative. Mais par contre, le processus de transition didactique, c'est ça? Transposition, je ne m'étais pas trompé la première fois, c'est exactement le même en fait. Le processus est le même. On prend des connaissances d'un côté et puis on les transmet aux autres. L'autre différence que je vois par rapport au métier de vulgarisateur sur Internet, là pour le coup je vais parler de ça, c'est l'horizontalité du processus. C'est-à-dire que quand on est en salle de classe face à un professeur, on est directement face à lui. Il voit nos expressions. Un professeur qui explique quelque chose et qui voit tous ses élèves qui sont... s'il est bon, il reformule, il réexplique, il demande ce qui n'a pas été compris. Sur Internet, on ne peut pas faire ça. Sur Internet, il faut qu'on réfléchisse en amont, qu'on se demande est-ce que ce que j'ai écrit, ce que je vais dire à la caméra, est-ce que c'est véritablement clair? Alors évidemment, sur YouTube, on a cette espèce de transversalité parce qu'on a les commentaires. Mais en fonction du nombre de commentaires qu'on a, on ne peut pas répondre à tout le monde. On commence une vidéo à l'oral, on se retrouve à répondre à l'écrit, on change de média, ça change totalement la donne. Donc déjà, on est sur un outil qui va nous forcer à réfléchir différemment. Moi je vous dis, c'est plus facile pour moi de donner un cours ou de faire une conférence, telle qu'aujourd'hui, où là vous pouvez m'interrompre pour poser des questions, que d'écrire une vidéo dans laquelle je vais devoir penser à absolument tout. D'ailleurs, à titre personnel, je préfère l'exercice que je suis en train de faire maintenant au fait de faire une vidéo sur Internet. Et je veux dire, désolé pour toutes les personnes qui me suivent sur Internet, je vous aime, j'adore ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est un exercice qui est éminemment complexe. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y avait une question par là-bas, je crois. Non? Personne? Oui, je rejoindrai quand même ce qu'il dit, c'est pourquoi vulgariser? Pourquoi vulgariser? Parce que malheureusement, la chance... Vulgariser, qu'est-ce qui vous pousse? Parce qu'il dit qui est derrière, c'est un peu la question. C'est une question, pourquoi vulgariser? Vulgariser pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à vulgariser? Alors, pourquoi vulgariser? À titre personnel, et je pense que c'est la même chose pour énormément de vulgarisateurs, je sais que j'ai eu la chance d'aller à l'université. Je viens pas d'une famille très très riche, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont enseignés aux 80, j'ai réussi à obtenir une bourse, j'ai réussi à tenir jusqu'à ma thèse, que bon, en toute transparence, j'ai pas pu finir pour des raisons administratives, parce que l'école doctorale est nulle. Mais bon, j'ai fait les 3 années de thèse, la rédaction était presque finie. J'ai fait mon deuil. J'ai eu cette chance-là. Tout le monde n'a pas forcément la chance de pouvoir accéder à l'université. Le savoir, c'est un privilège. Et du coup, cette initiative-là que j'ai eu à me rendre sur un média éminemment populaire, tel que YouTube, le fait d'aller dans des MJC, de me rendre dans des endroits dans lesquels la science n'a pas forcément une grande emprise, mon objectif, ça a été de me dire, je retransmets le savoir que j'ai eu à l'extérieur. En gros, j'aime bien utiliser l'expression « sortir la science des universités ». Remettre la science sur le terrain du populaire, la rendre à tout le monde. Parce que je considère qu'une société en bonne santé, c'est une société qui est cultivée. Et si on continue à conserver
la science, le savoir, la culture auprès des différentes classes supérieures. Je prends des classes bourdieusiennes, donc qui sont économiques, symboliques et sociales. Voilà. Si on décide que la science, le savoir et la culture n'appartiennent qu'aux personnes qui font partie du top de ces trois catégories, on n'est pas dans une société en bonne santé. Et c'est dans l'intérêt d'absolument personne d'être dans une société en mauvaise santé. Du coup, mon objectif, c'est ça. Et je sais qu'on est énormément de vulgarisateurs à être sur le même créneau, à considérer que le savoir doit appartenir à absolument tout le monde, qu'il faut sortir la science des universités et la rendre populaire. En fait, rendre le savoir sexy quelque part. Le rôle d'un vulgarisateur, et c'est peut-être ça la différence avec un prof, encore qu'un bon prof il en est capable, c'est qu'il faut réussir à rendre le savoir sexy pour donner envie aux gens de venir vers le savoir. Parce que les gens, ils ne sont pas obligés de venir m'écouter. Là, si vous vouliez, vous pourriez sortir. On n'est pas dans une salle de classe. Si vous avez envie de sortir, aller aux toilettes, ou si ce que je vous dis, ça vous énerve, vous voulez prendre votre voiture pour vous barrer, personne ne pourra vous en empêcher. Vous en avez totalement le droit. Mon objectif, c'est de réussir à garder les gens. C'est de réussir à faire en sorte que tout le monde soit le plus cultivé et le plus savant possible. En gros, ouais. Je signale au passage que savoir et saveur ont la même racine. C'est exact. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais aussi vous dire que culture et cultiver, ça a la même racine. Et comment vous définissez la culture? Comment je définis la culture? Oui. Ah, mais c'est polysémique la culture, on n'a pas 2 heures. C'est très... On peut le définir. Alors, je considère la culture comme tout produit artificiellement produit par l'humain. Mais là, je vous donne juste la définition du culturel au sens culture presque artistique en fait. Sinon, il y a aussi culture au sens de savoir au sens général. Il y a plein de... C'est polysémique, culture. Bah, vous dites non, 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 il y a plusieurs définitions. Donnez-moi la définition. Tiens. La définition. Pour moi. Il n'y en a pas. Mais pour vous. Ah bah ça me fait une belle vente, ça. La culture, c'est la mémoire collective et la façon dont on se projette dans l'avenir à partir de cette mémoire. Bah, les abeilles, elles ont une culture. C'est facile, hein? Non. Alors, plus sérieusement, vraiment, culture, c'est polysémique. Si les philosophes s'écharpent sur la définition de culture depuis des siècles, c'est pas à nous d'y répondre là en 2 secondes. Alors, les philosophes qui s'écharpent pas? Ils affirment. Ouais. Non, culture, effectivement, il y a plusieurs définitions. Celle-là est une très bonne définition, effectivement. C'en est une. Vous pouvez la répéter, que je la répète dans le micro? Parce que vous n'avez peut-être pas suivi. C'est à la fois la mémoire collective. La mémoire collective. Qui suppose qu'il y a un collectif déjà. Donc qui suppose qu'il y a un collectif, ce qui rentre dans la définition que j'ai donnée. Mémoire collective et la façon dont on se projette dans l'avenir par rapport à cette mémoire. Et la façon dont on se projette dans l'avenir par rapport à cette mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de statique la culture. Ce n'est pas quelque chose de statique. Il y a un lien entre le passé et l'avenir. Il y a un lien entre le passé et l'avenir, oui. Voilà, et c'est ce que je veux expliquer. C'est pas une mauvaise définition. Ah, ben vous m'avez dit non tout à l'heure. Par provocation, j'ai dit non. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est même une très très bonne définition. Mais là où je veux en venir, c'est que culture, c'est comme connaissance. Quelqu'un serait capable de définir connaissance? On a fait un documentaire de 2 heures là-dessus, on n'a pas réussi. Hein. Différence entre connaissance et croyance. Pareil. Non, la langue est très très impuissante à transmettre des idées aussi complexes. C'est très très délicat la langue, c'est un outil qui est très très riche, très très puissant, mais dès qu'on commence à parler de concepts un petit peu abstraits comme ça, comme culture, connaissance, on a tous une idée assez vague de ce que ça peut être. On sait de quoi on parle, de toute façon c'est le rôle de la langue. Le rôle de la langue c'est de réussir à comprendre de quoi on parle quand on discute les uns avec les autres. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le domaine de la philosophie, là il faut commencer à définir les termes. Et ça devient très très complexe, parce qu'on se rend compte qu'en fait, un objet aussi simple qu'une chaise, je vous dis chaise, immédiatement il y a l'image de la chaise qui se grave dans votre esprit, je vous garantis qu'on ne pense pas tous à la même chaise. Et on ne la voit pas tous du même angle. C'est compliqué la langue. Oui, il y a une autre question, ouais. Oui, moi je voudrais dire que ce qui est très énervant, c'est quand les gens disent telle chose, pour moi ça veut dire ça. Ça n'a aucun intérêt. Quand les mots ont un sens, c'est pour pouvoir communiquer. Si on met pas le même sens derrière les mots, on va avoir des discussions en parallèle, les gens vont pouvoir s'écharper au contraire être d'accord, alors qu'en fait ils ne parlent pas du tout de la même chose. Alors là, histoire que vous tapiez pas dessus tous les deux. Non mais c'est le dictionnaire fixe ce
le sens qu'on va donner à quel terme, la culture, bon, moi j'ai regardé, bon, c'est précis, on crée le dictionnaire, avec ce qu'on parle de culture, on partage ça, et c'est de ça qu'on parle ensemble. Après, si chacun dit, ah ben non, pour moi la culture c'est autre chose, il n'y a plus d'échange. Il n'y a rien de plus imprécis qu'un dictionnaire. Moi je prends la roue sous le petit Robert. Non, mais Michel, elle a 4 pieds ou elle a un... Moi j'ai assisté. Elle a 4 pieds ou elle a un seul pied? Avec des amis, on parlait de la vidéo. On parlait pas d'amis. Alors, je vais faire tourner le micro quand même parce que là, je suis très très content, il y a du dialogue. C'est exactement ce que je voulais. Je vous ai dit, j'avais pas envie de faire un truc magistral. On m'oblige à travailler, non? Il ne marche pas le micro. Ah, il faut l'allumer. Pas de détail, pas de détail. Pour arrêter mon texte, et il y avait une psychanalyste dans le groupe, elle a dit, Oh merde. elle parlait pour elle, c'est elle qui un peu dirigeait la discussion. Pour elle, en psychanalyse, elle dit, mais non, mais en psychanalyse, la libido, ça veut dire ça. Je dis, mais ok, mais nous on parle d'autre chose. La libido, il y a un sens général qui est dans le dictionnaire. Si chacun va dire dans son jargon, la libido c'est ça pour moi, comment peut-on échanger? Donc je voyais de façon assez surréaliste des gens qui parlaient de choses, qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient d'accord, alors qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Et on est dans des voies parallèles. Il faut avoir, dire, on définit. C'est pour ça qu'avant, quand on parle d'un truc, il faut d'abord définir. On est d'accord pour dire que ça veut dire ça. Maintenant, on va en parler. Alors, en fait, là, vous venez de tout dire en disant il faut définir les termes avant. Eh bien, je suis désolé, mais c'est ce qu'elle a fait. Elle vous a dit dans le paradigme de la psychanalyse, voici ce qu'est la libido. Vous aviez juste à lui dire, eh ben, elle l'a dit au bout d'une heure de discussion, eh ben, dans ce cas, pas de la même chose. Mais dans ce cas, c'était nul. Oui, c'est ce que je dis. D'accord, mais l'échange qu'on vient d'avoir sur le terme culture, il était intéressant parce qu'on a tous les deux défini la manière dont on considère la culture. À partir de là, on peut savoir, justement, on peut savoir si on peut discuter. Après, on va choisir. Ok, parlons de ça. Je rajouterais la langue est le vecteur de la culture. La langue est le vecteur de la culture. Tout est vecteur de culture. En tout cas, alors, juste, on a eu président d'Astec, Alexandre, qui voulait intervenir. Est-ce qu'on peut passer le micro derrière? Oui, c'est possible, c'est possible. Et après pas de problème. Je rebondis très rapidement sur ce qui vient d'être dit. Alors, lors d'une étude scientifique, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se base pas sur la définition du dictionnaire, par contre, effectivement, on se met d'accord sur une définition. Exactement. Comme ça, on ne discute pas autour d'une définition, on discute d'un concept. On prend un mot, on se met d'accord pour dire, on va employer ce mot pour parler de ce concept, et maintenant on parle de ce concept. Même si ce concept n'est pas forcément même si ce mot, vous, dans un autre contexte, vous en serviez pour autre chose. Là, on se met d'accord au début sur le concept dont on va parler, et après, dans ce cadre-là, on utilise ce mot pour ce concept-là. Et après, une fois qu'on sort du cadre, on peut faire ce qu'on veut. Il faut définir le paradigme et il faut accepter la polysémie des termes. Tiens, je vous parle de cadence. En musique, cadence, ça peut avoir plusieurs sens. Dans le sens commun, cadence, c'est rythmique. Et bien, en musique, cadence, très très souvent, c'est une notion harmonique. Si on ne dit pas cadence, ça veut dire ça, on ne peut pas discuter. Donc, monsieur, il avait le micro avant. Quand on est dans un cadre général, c'est le dictionnaire qui compte. Non, absolument pas. J'interviewe ce que je veux dire. Moi, qui suis médecin, en médecine, on a des jargon. Mais t'es en médecine. Et on a des sens aux termes qui sont très particuliers. Quand on parle entre nous, on sait de quoi on parle. Bien sûr, on ne va pas utiliser les mêmes termes avec des gens qui ne sont pas médecins parce qu'ils vont penser autre chose. Donc on n'aura pas de dialogue. Donc il faut bien définir les définitions, le sens qu'on donne aux mots de façon spécifique, professionnelle, spécialisée, et ce qu'on dit dans le langage général. Donc tout dépend du... Moi je parlais du langage général, dans une population variée. Ok, que signifie décimer? Moi, je veux prendre la parole. Que signifie décimer pour vous? Décimer. Non, que signifie le mot décimer? Ok, on en tue 1 sur 10. C'est la définition du dictionnaire. Je vous garantis que personne ne l'utilise comme ça. Personne. Moi, je veux prendre la parole. Alors, ok, on donne la parole. J'ai vu sur internet, je ne sais plus c'était quel youtubeur, etc. Qu'est-ce qu'un sandwich? Est-ce que vous avez vu le mouvement là? Un sandwich, en fait, c'est 2 tranches de pain avec quelque chose au milieu. D'accord? Vous le voyez tous. Quand il est en triangle, est-ce que c'est toujours un sandwich? Quand il est en rond, est-ce que vous appelez ça un burger ou un sandwich? Pourtant, il y a toujours 2 tranches, il y a un truc au milieu. Quand il y a un trou au milieu,
Moi, je suis donut. en sandwich. Voilà, il est en sandwich. Donc en fait, il n'y a pas de définition fixe, tout est relatif. La langue est... La langue est polysémique. Donc Gilles, quand toi tu dis en médecine, on dit que, bah c'est en médecine. C'est ce qui... Non mais ça il l'a dit, ça il l'a dit. Mais je suis d'accord. Mais du coup, quand on va au restaurant, quand on va chez McDo, bah, ça s'appelle pas un sandwich, ça s'appelle un hamburger. Quand on va chez le marchand bon français jambon beurre, ça s'appelle un sandwich. Mais pourtant, c'est le même principe. Il y a deux morceaux. Je vois pas ce que ça apporte. Bah merci. On est d'accord. Mais Gilles, t'as tort, et on peut continuer pour dire que t'as tort. Ce que ça apporte, c'est que un dictionnaire, c'est un objet fixe, la langue est un objet mobile. Merci. Ça, c'est la manipulation. Mais moi, je voudrais dire un truc en Alors, déjà, monsieur qui attend depuis tout à l'heure. Moi aussi, je voudrais dire un truc. Juste après, monsieur. Je repense, vraiment, cette définition du mot vulgarisation me tracasse. Parfait. Bon, C'est pour ça que je suis là. alors, je vais donner une anecdote liée à ce qui s'est passé ce matin. Je crois qu'Isabelle est encore là. Oui. Moi, vous voyez que j'ai un certain âge, et donc les cours que j'ai reçus à l'école, et même au lycée, je veux dire, jusqu'au bac, parce qu'après je me suis dirigé justement vers une autre voie que la biologie. Moi, j'ai eu des cours de sciences naturelles. Et donc, quand j'ai écouté l'intervention d'Isabelle ce matin, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait pour moi de ce qu'on pourrait bel et bien appeler un propos de vulgarisation, qui a en quelque sorte actualisé les connaissances que j'ai pu acquérir quand j'étais au lycée, parce qu'on n'a pas du tout parlé de génétique, définition de l'ADN, tout ça. Alors donc, en tant qu'homme qui se veut cultiver, j'ai été très intéressé par cela. Et donc, je pense que la vulgarisation, c'est une sorte d'éducation populaire. Absolument. J'adore cette définition, je l'emploie très souvent. Qui fait suite aux enseignements qu'on a pu avoir grâce à l'école publique. Enfin, bon, qui publique, ça pourrait éventuellement être privé, mais peu importe. Donc, qui est à la base de notre formation d'hommes et de citoyens tout à la fois. Et ceux qui vulgarisent, c'est pour ça que j'en reviens. Qui veut qu'on bénéficie de la vulgarisation? Qui veut que l'on bénéficie de l'éducation tout au long de la vie, finalement? Qui paye? Et quelles sont les qualités requises pour être un bon vulgarisateur? C'est tout ça, parce que tu l'as dit toi-même, un professeur, il est diplômé, il est titularisé, etc. Donc, il y a une sorte de fiabilité dans la formation qu'on reçoit. Enfin voilà, les questions que je me pose. Mais il n'y a pas de réponse, il y a de très mauvais vulgarisateurs. Et il y a des vulgarisateurs qui vont être très mauvais pour les uns et très très bons pour les autres, parce qu'ils n'ont pas la même manière de s'exprimer. Malheureusement, il n'y a pas de réponse à ça, et le métier de vulgarisateur, d'ailleurs, je vous le dis, se formalise depuis très très récemment. Là, actuellement, il y a un syndicat de vulgarisateurs qui est en train de se monter, et on est seulement maintenant, quoi. C'est un métier qui est très très récent. Le métier de vulgarisation, le métier de vulgarisateur est encore en cours de formalisation. Et il est né à partir du moment où on a commencé à avoir des médias populaires, à partir du moment où les personnes ont commencé à s'intéresser au savoir en dehors de l'école, avec des émissions comme C'est pas sorcier, avec des journaux comme Science et Vie. Là, on a commencé à avoir des objets qui permettaient de transmettre du savoir à des personnes qui n'allaient pas forcément dans les institutions où on transmet du savoir. Comme je disais, on sortait la science, on sortait le savoir des musées, des universités, des écoles. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir de la vulgarisation. Mais de quand ça date? Il y en a sans doute plus ou moins toujours eu, mais ça se formalise depuis très récemment en fait, à ma connaissance en tout cas. Oui, enfin. Il y a énormément de livres qui ont été faits, écrits comme ça, éducation populaire, après-guerre jusqu'à récemment, ça a été un peu, mais c'est vraiment un questionnement qui existe, parce qu'en fait, c'est vrai que les personnes qui parlent là, vous êtes du même univers. Non, mais en fait, c'est pas parce qu'on est. En fait, grâce aux réseaux sociaux, je pense qu'on a accès à l'information, à la connaissance, et peut-être que vulgarisateur, ça ne rend pas hommage. Je pense que on pense à vulgaire, on pense à brader la science, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste que donner la possibilité à des gens qui en ont une capacité intellectuelle quand même, de pouvoir apprendre à
alors qu'ils sont passés à côté tout le reste de leur vie pour des raisons X, Y, parce que les professeurs aujourd'hui sont plus amènes. Enfin, il y a quand même un problème existentiel de l'école et du savoir, et Internet donne une grande liberté de savoir. Il y a les MOOC aussi, il y a des formations différentes qu'on peut prendre, qu'on peut suivre, et là, on s'en fiche pas mal du profil qu'on a, quoi. On est pris. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit là. Je veux bien qu'on vous donne le micro. En plus, moi, j'étais pas là ce matin, donc peut-être que vous pouvez répondre, monsieur. Le fait que vulgarisateur, le terme est impropre parce que ça fait vulgaire. En fait, à titre personnel, je milite vraiment pour qu'on revalorise le terme de vulgarisateur, qu'on considère que justement, vulgaire, je vous rappelle le terme vulgate, hein, vulgate qui est absolument pas rattaché à vulgaire, c'est le fait d'avoir traduit la Bible en langue vernaculaire, en langue qui soit accessible à absolument tout le monde. Moi, je pense qu'il faut redonner ses lettres de noblesse à ce terme. Peut-être qu'on rabaisse un petit peu trop ce que c'est que le peuple au sens large, entre guillemets, au sens noble, j'ai presque envie de dire, ce que c'est que le vulgaire. J'ai presque envie de redonner ces lettres de noblesse à ce terme, qu'on arrête de considérer que c'est un gros mot, de s'adresser entre guillemets au bas peuple. Le bas peuple, qu'est-ce que ça veut dire le bas peuple? C'est ceux qui ne sont rien, c'est ça? Je comprends complètement le point de vue, et en fait c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'essaye de militer pour redonner ces lettres de noblesse à ce terme-là. Ce qui est un peu ironique, parce que je milite pour redonner ces lettres de noblesse à ce terme-là, alors que je vous ai dit que je me qualifiais plus de médiateur, moi. Ironie. Du coup, oui. Oui, alors je sais pas si marche. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, j'ai cru comprendre, apprendre dans mes études que les musées, c'était déjà de la médiation scientifique, et que le début de la médiation scientifique, c'était des cabinets de curiosité qui étaient faits il y a Auguste Comte et tout ça, pour justement montrer à la population ce que pouvait être la culture scientifique, et puis que ça a été un peu étendu avec les musées, mais que ça participait d'une volonté des gouvernements de justement étendre la culture scientifique en dehors de l'université et de l'école. Mais je sais pas. Hein, non, mais c'est tout à fait. De toute manière, il y a des bords flous. Les ouvertures des premières bibliothèques accessibles au grand public étaient d'ores et déjà des initiatives de vulgarisation, des initiatives de médiation. On n'avait pas forcément une personne qui était là pour expliquer. De la même manière qu'avec le cabinet de curiosité, on n'a pas forcément une personne qui est là pour expliquer. Mais en tout cas, on a une ouverture au peuple, au vulgaire, on a une ouverture qui est faite au public du savoir, de la science, de la culture. Donc, effectivement, dans cette considération au bord flou, et en considérant que de toute façon, dans la grande chaîne phylogénétique de la vulgarisation, on n'a pas un moment où, paf, c'est devenu de la vulgarisation, je pense effectivement que les musées et les cabinets de curiosité rentrent d'ores et déjà dans cette catégorie, effectivement. Et on a quelqu'un là-bas. Je vais passer le micro. Ouais, merci beaucoup. Ça marche pas. C'est une très bonne remarque, merci beaucoup. Est-ce que tu peux réexpliquer la différence entre vulgarisation, enfin, j'ai compris vulgarisation, médiation, ce que tu as expliqué tout à l'heure, mais du coup, vulgarisateur et médiateur scientifique? Parce que j'ai l'impression que vulgarisateur, en fait, c'est médiateur scientifique sur Internet, mais c'est peut-être pas le cas. Alors, si on est médiateur scientifique, effectivement, c'est un vulgarisateur. Un médiateur, c'est plus large. Médiateur scientifique, on commence à cibler un petit peu. Et oui, médiateur scientifique, vulgarisateur, on commence à rentrer dans des synonymes. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Une remarque justement sur le moyen pratique de faire la distinction, il me semble que c'est l'usage de la métaphore. En vulgarisation, on l'utilise bien plus abondamment qu'en médiation scientifique, a fortiori en cours. Même beaucoup de vulgarisateurs abusent de la métaphore au point de devenir inexact, voire pire. Donc je pense que c'est une distinction pratique à ce sujet. Normalement, la médiation scientifique reste, se méfie encore de la métaphore. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. La vulgarisation ne passe pas forcément par la métaphore. Ça peut être un outil. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit plus abondant. Je ne pense pas, et je pense que la métaphore peut également être utilisée par des professeurs, sans que ça pose le moindre problème. Là, on est véritablement dans des questions d'outils. Et ces outils peuvent être utilisés par absolument tout le monde, hein, du vulgarisateur au professeur jusqu'à votre voisin. Donc non, je pense que là, je suis en désaccord. Oui, je vais être un peu raide.
Parfait. Je vais mettre les pieds dans le plat, là. Peut-être qu'on n'a pas été assez précis dans la commande qu'on t'a passée. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'avais compris que tu interviendrais. Ce que tu dis est très intéressant, ça repose sur une expérience, tu en parles avec beaucoup de chaleur et de manière très vive. C'est évidemment ça, au moins, tu tiens ton public. J'avoue, sincèrement, moi, j'arrive pas à rentrer dans ces discussions parce que j'ai l'impression qu'on parle un peu pour rien dire. Et moi, ce que j'attendais, moi, de toi, c'est que tu témoignes de ton expérience de médiateur, que tu nous parles de quelques sujets sur lesquels tu as eu à intervenir, que tu nous dises quelles difficultés tu as eues pour justement faire ce travail de médiateur, tu vois, mais sur des thèmes concrets. Moi, j'avoue, sincèrement, la discussion actuelle, j'ai du mal à y rentrer, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Ok. Et moi, j'attendais autre chose de ta part, et je suis convaincu que tu en es tout à fait capable. Oui, mais je suis sûr que tu as une expérience qui peut nous intéresser, parce que nous aussi, on veut faire de la médiation scientifique et culturelle. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que la science fait partie de la culture. Et vice-versa aussi, d'ailleurs. Ouais. Oui, bien sûr que je peux parler de certaines anecdotes que j'ai vécues, mais je trouve pas que ma vie soit plus intéressante qu'une conversation avec des personnes qui sont là et qui se posent des questions, en fait. Mais je peux, bien sûr. Bien entendu, Qu'est-ce que j'aurais comme sujet qui serait intéressant à vous vulgariser? Tiens, je réfléchis. Des choses intéressantes que j'ai pu rencontrer. Non mais peut-être qu'on peut continuer les questions. Alors oui, si vous avez des questions, allez-y, et puis pendant ce temps, je réfléchis. Je voulais juste faire un petit rectificatif par rapport à des choses qui ont été dites. Moi, dire que j'aime pas trop qu'on dise que la vulgarisation a un côté du jugement de valeur, ou de mettre des gens au-dessus des autres. C'est un non-sens total pour moi. Moi, dans mon domaine, j'ai certaines connaissances, bon, mais quand on parle de changement climatique ou d'autres choses, je n'y connais rien. Et j'ai besoin de vulgarisation. La vulgarisation, elle va s'adresser à moi, alors que dans mon domaine, je connais pas mal de choses. Enfin, je comprends pas. J'aime bien lire machin pour les nuls, parce que ça va bien quand je connais pas. C'est pas une honte. Alors, si à un moment ou à un autre a été dit par moi ou par quelqu'un d'autre qu'il y avait une dimension verticale... Pas toi, on a dit le peuple et le machin. Bon. Non, c'est pas vrai. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. On n'a pas tous les mêmes connaissances sur les mêmes sujets, ce qui d'ailleurs fait partie des différents enjeux que j'ai pu rencontrer dans ma vie de vulgarisateur. C'est qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances, on ne parle même pas tous du même socle commun, et que oui, quand on est expert d'un sujet, on est totalement béotien dans un autre sujet, et que oui, non, oui, là on est vraiment sur une dimension très très horizontale. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de médiateur, c'est qu'on est au milieu, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est du haut vers le bas. On peut être totalement de la gauche vers la droite, c'est transversal. Ouais. Moi je voulais juste paraphraser ce que Jean-Luc a dit de manière pas très bien tournée. Juste reprendre ton fil, c'était très bien. Et là, tu commences à nous parler d'outils de vulgarisateurs, et ça m'intéresse énormément. On peut revenir sur les petites infos. C'est Dominique et après c'est Diane. Oui, dans la même veine d'ailleurs, puisque nous sommes ici dans un cercle qui fait de la vulgarisation, de la médiation, un peu d'enseignement, enfin bon, de l'éducation populaire, je dirais. Eh bien, chaque fois que nous invitons un intervenant, nous avons toujours ces questions que l'on se pose. À quel niveau, comment s'adapter, comment l'intervenant doit pouvoir s'adapter au public, comment le public doit pouvoir s'adapter à l'intervenant, qu'est-ce qui fait, quel est le niveau sur lequel, est-ce qu'il y a des prérequis, est-ce qu'il faut leur dire préparer quelque chose avant, est-ce que les écrits sont suffisants, enfin voilà, on a des tas de questions, donc peut-être que ici, quand tu viens peut-être sur un malentendu peut-être, ou pas entendu d'ailleurs, mais voilà, sur ces questions de descente d'un côté et de montée de l'autre pour se retrouver, parce que c'est ça une médiation, on est au milieu avec des mêmes outils et des mêmes vocabulaires, les mêmes images, les mêmes métaphores, enfin voilà. C'était très certainement une maladresse, mais vous avez dit le public qui s'adapte à l'intervenant. Jamais. Jamais.
Et là, c'est vraiment ce qu'il faut être capable de comprendre. C'est qu'à partir du moment où on décide soi-même de se lancer dans l'initiative de vulgarisation, on n'attend pas que le public s'adapte à nous. Il faut soi-même être capable d'être versatile, d'être souple, d'être fluide, d'être capable de s'adapter au public. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut se demander, le public que j'ai face à moi, quel est son bagage? Qui est-il? Comment est-ce que je peux réussir à faire passer une idée, la faire comprendre? Et ça va nécessiter effectivement beaucoup de versatilité, ça va nécessiter de l'écoute. C'est là aussi qu'on a une grande différence, j'en parlais tout à l'heure, entre la vulgarisation sur place, telle que je suis en train de le faire maintenant, ou la vulgarisation en ligne, où on n'a pas forcément accès aux réactions du public, où il faut être capable d'essayer de les anticiper. Là, aujourd'hui, j'ai énormément de chance, je vous vois, dans la mesure de la correction de mes yeux et de mes lunettes qui sont absolument inadaptées, je vous vois, je suis capable de deviner plus ou moins qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et surtout, vous pouvez lever la main pour me poser des questions telles que je crois il y en a une dès maintenant tout de suite. Je ne sais pas si je suis dans les propos actuellement. Moi, je voulais revenir sur la médiation et la vulgarisation. Pour donner un cas particulier, moi je travaille sur un sujet particulier qui est le domaine du potentiel intellectuel. Je suis amenée très souvent à faire de la médiation et j'avais, il y a très longtemps sur Paris, été avec une médiatrice qui a créé le diplôme de médiation. Qui a créé le diplôme de médiation et qui me disait que dans le domaine de la médiation, il n'y avait pas d'information. On était seulement dans de la médiation entre deux personnes, voilà, qui n'avaient pas d'information. Et voilà, qu'on inventait une forme de médiation qui était... Remplir ses papiers administratifs. Elle est là pour se situer entre l'administration et l'individu. Elle ne transmet pas d'informations. Elle aide, elle est au milieu, elle est médiatrice, mais elle ne transmet pas d'informations. Le vulgarisateur transmet des informations. C'est le travail du vulgarisateur. C'est tellement le travail du vulgarisateur que le boulot du vulgarisateur, c'est de transmettre les informations, mais surtout ne pas transmettre les informations pures, mais les traduire dans un langage compréhensible, pas par tous, mais par la personne qu'on a face à soi. Donc, et là je reviens dessus, tout l'enjeu du vulgarisateur, c'est de se poser la question, quel est le public que j'ai face à moi? Et c'est là effectivement qu'on va adapter les outils qu'on va utiliser. La métaphore, c'est un outil, bien sûr. Il y a les outils graphiques, mais les outils graphiques ne servent pas à tout le monde. Une personne aveugle ne va pas pouvoir profiter d'un outil graphique. Justement, un graphique au sens graphe du terme, voilà, graphique en camembert, tout ce que vous voulez. Si la personne face à moi n'est pas capable de le lire, ça ne sert à rien d'utiliser. Si une personne est capable de le lire, ça peut être un outil intéressant, même pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément connexe aux mathématiques. Il faut juste se poser la question. Les outils sont extrêmement multiples et on ne peut pas dresser une véritable boîte à outils de tout ce qui existe dans la médiation parce qu'en fait, enfin dans la vulgarisation, tout peut être utilisé en vulgarisation. Si je prends des cubes et que je vous explique les mathématiques avec ces cubes, comme on peut le faire avec des enfants, c'est un outil. Si je prends des allumettes pour vous expliquer... Les nombres, la physique. La physique, bien sûr. C'est un outil. Tout dépend vraiment du média qu'on a à disposition, qu'on soit sur place, face à des personnes, et même chose. Est-ce que face à soi, on a 3 personnes, ou est-ce qu'on en a 20? Est-ce qu'on va permettre aux 3 personnes qui sont face à nous de manipuler ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'on a 20 personnes qui vont être face à nous? On ne peut pas se permettre de toutes les faire manipuler. Est-ce que ces 20 personnes, on en choisit 3 qui viennent et qui montrent l'exemple en manipulant? Il n'y a pas de véritable réponse. Et c'est ça qui est très difficile dans ce boulot, c'est qu'il faut savoir être inventif. Il faut savoir se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour faire passer ce message et le rendre plus facile. J'ai déjà expliqué les règles de français avec des couleurs, par exemple. Juste en séparant la nature des différents mots en différentes couleurs et en montrant que dépendant qu'on soit... Là, c'était pour le coup, c'était en anglais, j'ai expliqué de l'anglais. Voilà, en donnant par rapport à la nature des mots différentes couleurs, en expliquant voilà, dans une phrase interrogative, voilà l'ordre, tac, donc on a telle couleur, telle couleur, telle couleur, dans cet ordre-là. Phrase affirmative, exactement les mêmes mots, mais dans cet ordre-là. C'est sans fin, il n'y a pas véritablement... on peut donner des outils comme ça, là je vous dis couleur pour faire comprendre des trucs, je peux le faire, bien sûr, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que ça correspond à ce que moi j'ai rencontré. Donc il faut juste développer sa versatilité et pour ça il faut le pratiquer. C'est comme énormément de métiers, d'ailleurs professeur c'est la même chose, un professeur en fin de carrière, pour peu qu'il ait encore la passion de son métier, parce que ça c'est aussi le gros problème de l'enseignement, c'est que c'est une matière, c'est très très difficile d'enseigner. L'éducation nationale nous bouffe, moi j'ai insulté mon julo capes, moi je vous le dis, j'ai passé un très mauvais moment.
Et j'ai su que c'était pas pour moi l'éducation nationale, mais pour autant j'avais envie d'enseigner. C'est pour ça que je me suis lancé dans la vulgarisation. Il faut savoir pratiquer. Et ça, j'ai envie de vous dire, ce que vous pouvez faire, c'est pratiquer avec vos proches. C'est déjà un bon début. Là, vous n'avez pas d'enjeu, c'est pas grave si vous vous plantez, mais vous essayez avec vos proches de leur expliquer des choses. Ça peut être déjà une bonne manière de commencer à approcher la vulgarisation. C'est complètement débile, mais moi, mes premières vidéos, elles ne sont pas sorties sur Internet directement. Déjà, je les ai montrées aux autres. Je les ai montrées à des amis à moi qui ne comprenaient rien au sujet que j'abordais. Elles m'ont fait leur retour, elles m'ont dit non, ça c'est pas clair, ça c'est pas clair, ça c'est pas clair, ça c'est pas clair. J'ai recommencé 2, 3, 4 fois, jusqu'à arriver à quelque chose que je trouvais satisfaisant. Là seulement, je l'ai mis en ligne. Même chose pour la vulgarisation sur place. Le simple fait d'expliquer quelque chose à table à quelqu'un à Noël, on peut déjà se dire qu'on rentre dans le domaine de la vulgarisation. Alors là, on a le choix très très souvent. Bon, bah, voilà, on est avec tonton Didier, il est un peu chiant. On n'a pas envie d'être véritablement dans la pédagogie. On peut se dire, ok, non, très bien, je dézoome. Je m'extrais du contexte familial, je vais me mettre véritablement dans un contexte d'enseignement, de vulgarisation. Ça peut être aussi une très très bonne manière de s'entraîner. Mais outils au sens pur, j'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans parce que ma méthode c'est pas la même que tout le monde et c'est juste que bah, j'ai développé ça au fur et à mesure. Moi, ça fait combien de temps que je fais ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais de la vulgarisation. Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire que quand même à la vulgarisation, on va travailler, on va donner beaucoup d'exemples, on va faire des métaphores, on va se servir de dessins, on va... Tout dépend le public. Tout dépend le public. Tout dépend si on a le même socle commun. Des choses comme ça. Donc à partir du moment où on vulgarise, peut-être qu'on est en gamme et du tout suffisant. Mais si un professeur n'est pas capable d'utiliser ces outils-là, c'est grave en fait. On n'est pas meilleur que les profs. Et le journalisme par rapport à... Attends, je vais passer le micro. Le journalisme... Non, faut passer le micro, sinon on n'entend pas. Oui, c'est pour la caméra. Ouais. Je disais, le journalisme par rapport à tout ça, du coup. Le journalisme? Oui, par rapport à la position, par rapport à tout ça, parce que... C'est en fait le passage entre la médiation et la médiatisation. J'ai l'impression que des fois on passe de l'un à l'autre. Voilà, alors la médiatisation, là c'est encore autre chose. C'est une étape supplémentaire. Oui, la médiatisation, c'est une étape supplémentaire là. Mais là, le travail de journaliste, s'il est bien fait, il est supposé être le plus factuel possible et transmettre... ça dépend. Après, journaliste scientifique, c'est encore autre chose. Oui, mais là, tout public, on va dire, un journaliste public, ça ressemble un peu à la vulgarisation aussi, du coup, puisqu'il s'adresse à tout le monde, et il a sur tous les sujets variés, que ce soit la politique, la science... Oui, mais il n'y a pas de vulgarisation à faire dans certains domaines, je veux dire. La différence, c'est visible, parce qu'ensuite, enfin, je veux dire, non, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, je comprends la différence. Oui, j'ai du mal à... Je dois avouer que j'ai du mal. Les vulgarisations, journalisme, j'ai l'impression qu'on compare des pommes et des bananes, en fait. Peut-être que vous voyez ce que vous voulez dire, mais je dois vous avouer que j'ai du mal à saisir la connexion entre ces deux entités, en fait. Journalisme et vulgarisation. Et tous les journalistes ne sont pas, justement, vulgarisateurs et Et il y a certains qui ne sont pas, parce qu'en fait, ils s'adressent à tout le monde. Ils sont censés Ils sont censés s'adresser à tout le monde. Pas tous les journaux, ouais, pas tous les journaux. Ouais. J'ai 30 ans de journalisme, de vulgarisation. Pardon. J'ai 30 ans de métier de journalisme, de vulgarisateur scientifique, auprès, non pas du grand public, mais auprès de direction informatique. C'est des gens qui ont déjà une certaine culture. Il faut déjà médiatiser. Et les journalistes, même si c'est factuel, vous avez raison, c'est des spécialistes de rien, et ils doivent vulgariser, même ce qui est factuel, il faut le vulgariser. Et en fait, tout ce que j'entends, moi, depuis le début, de son expérience, de son métier, c'est tout ce que j'ai vécu toute ma vie, sans être médiateur ou machin. J'étais journaliste. Et tout ce qu'il raconte, c'est pareil. Moi, j'aurais dit tout pareil. Eh ben, merci pour ce retour sur l'expérience, c'est intéressant. C'est vrai que moi c'est compliqué parce que je ne suis pas journaliste, donc je ne peux pas transmettre cette expérience-là, je peux pas vous dire. C'est comme si vous me demandiez de vous parler du métier d'ébéniste, je ne saurais pas le faire.
Donc là, humblement, je réponds je ne sais pas, donc je suis très très content d'avoir eu cette expérience-là. Alors Paul, je ne sais pas si ça intéressera tout le monde, mais sur une expérience de vulgarisation, est-ce que ça pourrait être intéressant de savoir, par exemple, comment tu fais pour construire une conférence sur un sujet qui est aussi méconnu que le handicap? Quand tu as fait une conférence sur le handicap il n'y a pas très longtemps, comment tu fais justement pour vulgariser ce sujet-là? Comment tu as fait pour construire ta conférence? Je ne sais pas si le sujet vous intéresse, hein, mais pour avoir un exemple concret. Alors, la première question, déjà très très souvent sur ces questions-là qui sont nouvelles, je questionne mon entourage. Je vois ce qu'ils connaissent, je vois ce qu'ils ne connaissent pas. Et je vais essayer de commencer par partir de ce qu'ils connaissent pour creuser jusqu'à ce qu'ils ne connaissent pas. Sur la question du handicap, je n'ai pas attaqué directement en parlant de la signification de tel signe. Je n'ai pas commencé à parler directement du braille, de la signification et de l'histoire du braille. Je suis parti de ce que les gens connaissent. Pour partir de ce que les gens connaissent, il faut que je réussisse à, entre guillemets, faire un petit état des lieux des connaissances générales. Et là, c'est compliqué parce qu'encore une fois, il faut que je sache à qui je m'adresse. Donc là, j'ai décidé de... Là, c'est un sujet qui est assez facile parce que c'est pas compliqué. En dehors des personnes handicapées, la plupart des gens ne connaissent rien du tout. Ils savent que la langue des signes, ça existe, ils savent que le braille, ça existe, mais ils savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc là, c'était une conférence qui a été assez facile à mettre en place parce que dans l'ensemble, la plupart des gens du public connaissaient plus ou moins la même chose. Donc là, oui, effectivement, c'était assez simple. Après, je me suis posé la question, parce que justement, comme c'était une conférence qui traitait du handicap, et là, peut-être que je vais parler d'outils et que ça peut intéresser, comme c'était une conférence qui traitait du handicap, je me suis dit, potentiellement, des personnes porteuses de handicap vont pouvoir l'écouter, vont avoir envie de l'écouter, pour entendre parler de leur expérience à eux, vérifier si je le dis correctement, mais aussi parce que je ne parlais pas que d'une seule forme de handicap, je parlais de différentes formes de handicap. En l'occurrence, j'avais parlé de cécité, de surdité, de dyslexie et de déficience cognitive. Donc les personnes qui ont des QI qui on considère des QI inférieurs à 75. Donc là, mon enjeu, ça a été de réussir à produire un document de travail, en l'occurrence c'était un PowerPoint, là, puisque c'est une conférence que j'ai donnée sur place. C'était un PowerPoint et je me suis dit comment je fais pour que tout le monde puisse y avoir accès. Bon, pour les personnes malheureusement porteuses de déficience cognitive, c'est toujours très très compliqué, parce que là, il faut pouvoir s'adresser à eux directement. Parce qu'en plus, toutes les déficiences cognitives ne se manifestent pas de la même manière. Et ça, je vous avoue que moi, à titre personnel, je ne suis pas formé. Donc j'en ai parlé, j'ai vulgarisé un petit peu sur ce que c'était, mais pour m'adresser à des personnes porteuses de déficience cognitive, là, je vous transmets mon incompétence. Et je sais qu'il y a des vulgarisateurs qui, eux, sont spécialistes de la question, et qui, j'en suis sûr, seraient absolument ravis d'en parler. Mais je me suis posé la question, voilà, si je fais cette conférence, et que je montre plein d'images, si une personne aveugle arrive, elle ne va rien comprendre. Si je fais cette conférence et que je suis avec une personne qui ne parle pas forcément très très bien français, si je ne montre pas d'image, elle ne va rien comprendre. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'essaye de faire coexister en même temps toutes ces informations de nature purement vocale, orale, de nature purement langagière, encore une fois vocale, hein, parce que l'image c'est un langage, hein. Voilà, le langage c'est le fait de transmettre des informations, une image transmet une information, mais pour autant j'essaie d'avoir quelque chose qui reste un minimum visuel. Ce qui était très très pratique pour une fois où j'ai donné cette conférence, c'était lors de l'EXO, le congrès européen qui était organisé par la FISALIO, où plusieurs personnes ici présentes étaient d'ailleurs, et il y avait plusieurs personnes qui comprenaient à peu près le français, mais dont c'était absolument pas la langue natale. Le fait que je foute plein d'images et que je développe ce que disent ces images, ça les a aidés. Petit détail d'ailleurs, et là pour le coup c'est pas vraiment un outil, c'est plus un conseil pour les personnes qui ont envie de faire de la vulgarisation. On a souvent cette tentation sur son document, son PowerPoint, donc ce que tout le monde va voir, à mettre du texte. Je vous le dis, accessibilité x0. Si vous avez du texte sur votre tableau et qu'en même temps vous parlez, les gens vont lire le texte, ils vont essayer de vous écouter en même temps, à la fin je vous garantis qu'ils n'ont retenu aucun des deux. Donc là on est sur un outil qui est totalement inefficient. Sur un tableau, ce qui est très bien, c'est d'avoir des images. Alors je sais que c'est difficile de se rappeler de l'intégralité d'une conférence par cœur. Surtout quand elle est très très calibrée, où on a les parties qui s'enchaînent, où c'est pas comme je suis en train de vous le faire maintenant, transmettre un vécu, transmettre une expérience.
Là, voilà, pour reprendre l'expérience que j'ai utilisée tout à l'heure et que j'emprunte à Rostand, je vous le jette en tout sans le mettre en bouquet. Je ne l'ai pas formalisé. Mais si on a une conférence qui est très très formalisée, avec des informations qui se suivent, qui doivent arriver dans un ordre très précis, on a la tentation de passer par l'écrit sur son PowerPoint en se disant, bon, tiens, ça va servir de document pour les gens qui me regardent, et en plus, ça me servira d'anti-sèche. Très très mauvaise idée. On peut passer par des images, on peut utiliser des images pour servir d'anti-sèche. Ça marche très très bien. Ça permet de transmettre une information de nature visuelle aux gens, et on le répétera jamais assez, la pédagogie, c'est la répétition. Si on veut enseigner correctement, il faut répéter. Une information qui n'est dite qu'une seule fois, on a beaucoup moins de chances de la retenir que si elle est répétée plein de fois. Et bien vous pouvez répéter une information plusieurs fois en même temps, c'est-à-dire à l'oral et avec une image. Et là vous allez permettre à la personne qui est face à vous de retenir les informations de manière encore plus efficace. Si c'est une personne qui a plutôt une bonne mémoire visuelle ou une bonne mémoire textuelle, ça ne veut rien dire du tout, les études l'ont prouvé dernièrement, mais en tout cas vous allez multiplier les différents items qui vont lui permettre de retenir ces informations-là. Donc ça c'est un outil qui est intéressant. Pareil, si jamais vous vous retrouvez face à une assemblée et que vous voulez montrer un exemple, tiens, un truc très très con, que j'ai, pareil, anecdote que j'ai rencontré. Un truc qu'on utilise très très souvent, nous, dans la steak, dans la tronche en biais, on aime bien utiliser les pareidolie, les apophénies, les illusions, en fait. On avait cette tendance, à une époque, de montrer plein d'images, plein d'illusions visuelles, des pareidolies, des visages dans le ciel, des Jésus sur des toasts. C'est super efficace, ça marche vachement bien, ça permet de faire comprendre aux personnes que notre entendement, c'est quelque chose de très très complexe et que très très souvent le cerveau bouge des trous et qu'il fait voir des choses là où il n'y en a pas. Super! Un jour à une conférence, il y a 2 aveugles qui sont venus. Je me suis senti extrêmement stupide. Je me suis senti extrêmement stupide en me disant « Putain, pendant 10 minutes, qu'est-ce qu'ils ont dû se faire chier ?» Quand on a dit « Ouais, regardez, là, il y a un sourire, là, là, là !» Épouvantable. Là, je me suis dit, j'ai fait un très très mauvais travail de vulgarisateur. J'ai fait un très très mauvais boulot. C'était absolument pas accessible. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que certes, je montre des images et j'alterne avec du son. Il existe des sons, des illusions auditives qui marchent très bien. Tout le monde connaît les Miss Earth, tout le monde, je suis sûr, s'est déjà amusé à écouter des Miss Earth sur Internet. On écoute du David Bowie, il chante Ground Control to Major Tom et tout le monde comprend prendre le contrôle de mes tétons, c'est très drôle. Et l'humour est un excellent outil aussi, même si on n'a pas tous le même, c'est compliqué. D'ailleurs, vous avez vu, vous n'avez pas ri, alors que moi ça fait crever de rire. Il existe ça, il existe d'autres outils d'illusion auditive. Je pense à la gamme de Shepard, qui est une gamme qui semble monter à l'infini. Le glissando de Shepard, c'est la même chose, mais sans glissando, ça semble monter à l'infini, c'est une illusion qui marche très bien. Le rythme de Risset, qui est un rythme qui semble accélérer à l'infini. Si vous cherchez des ressources, vous en trouverez toujours. Mais en tout cas, c'est hyper important quand on pratique de la vulgarisation de multiplier les ressources, de multiplier la manière dont on transmet une même idée. On revient sur cette idée qui est fondamentale. La répétition, c'est nécessaire à la pédagogie. Et la répétition, c'est pas forcément répéter plusieurs fois la même chose à différents moments, évidemment. Plus on répète une information, plus elle rentre en tête, surtout si on la répète dans différents contextes. Sauf que quand on fait une intervention comme ça, on n'a qu'une seule chance. Là, je suis là pour normalement 2 heures, mais finalement je suis là pour 1 heure. Je n'ai que cette chance-là pour vous transmettre ces informations-là. Donc je suis obligé de réussir à trouver un moyen de les faire rentrer de plusieurs manières différentes dans un temps très très restreint. Compliqué. Pardon? Il y a déjà des questions, ouais. Alors, ouais, le micro, il est... Ah, là. Très bien, merci beaucoup. J'avais entendu parler de quoi? Merci pour ces expériences relatées. Mais dans ton propos, j'ai repéré 2 expressions qui m'ont fait tilt dans l'esprit. La première, c'est vulgarisateur spécialiste. J'ai dit vulgarisateur spécialiste. À propos de la déficience intellectuelle. Ah oui. Il y a, je ne suis pas de ceux qui peuvent être considérés comme des vulgarisateurs spécialistes. Très bien, je vois tout à fait. Et ensuite, tu as utilisé un autre terme qui m'est cher, mais dans le pédagogie. Autrement dit, si par exemple on veut faire une conférence sur un sujet quelconque,
il peut venir à l'idée des organisateurs de faire appel, par exemple, à un professeur d'université, peut-être même à la retraite, qui continue ses recherches, et il fait cet exposé sur le sujet. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Isabelle ce matin, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste de génétique, et elle a fait un exposé pour nous expliquer, notamment, et ça a été pour moi quelque chose de très intéressant, l'histoire de la génétique. Bon. On pourrait imaginer un tout autre sujet qui soit traité de la même façon. Est-ce qu'il y a des vulgarisateurs qui peuvent faire des conférences sur n'importe quoi? Et si oui, quels sont leurs outils spécifiques par rapport aux pédagogues de qualité? Sur n'importe quoi. Théoriquement, oui. Dans les faits, non. Parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps parce qu'il faut être capable de se former. Moi, quand je prépare une conférence, si on donne plusieurs fois les mêmes conférences, c'est que ça prend du temps à préparer. Parce que si c'est un sujet sur lequel on n'a pas déjà appris, il faut apprendre soi-même. Généralement, un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui a un minimum de méthode, qui sait où aller trouver les informations, qui sait lire un article scientifique, qui sait le comprendre, qui sait le faire comprendre aussi. C'est des compétences qui prennent du temps. Ça prend du temps de faire ça. Quand on va à un cours, le travail est déjà mâché. On a déjà un professeur qui est là, qui a lu les trucs, qui nous transmet l'information. C'est facile. Le vulgarisateur, il est obligé de se taper tout l'intégral des recherches. S'il prend le temps. C'est compliqué. Donc en théorie, oui. Le vulgarisateur est capable de parler de tout. Parce que son travail, c'est pas professeur et surtout, c'est pas producteur de savoir. Un vulgarisateur n'est pas un scientifique. Ça, c'est important à comprendre. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est passer du savoir. Et puis l'autre question, ah oui, vulgarisateur spécialisé. Alors, il y a effectivement différents types de publics qui vont nécessiter différents types de spécialisation. Mais je peux passer tout simplement par l'image de la langue pour ça. Si je me retrouve face à un public slovaque, je vais rien faire. Il faut quelqu'un qui est capable de parler leur langue. Et c'est la même chose par rapport aux déficiences intellectuelles. Je ne suis pas formé à ça, je ne sais pas parler à ces individus-là. Je dis individu pas au sens négatif du terme, hein, c'est comme quand je parle de peuple. Au contraire, moi je chéris énormément ces termes. Mais par exemple, je suis capable, contrairement à beaucoup de vulgarisateurs, de parler à des sourds, parce que je parle la langue des signes, je suis formé là-dedans. C'est ça que je veux dire quand je parle de vulgarisateur spécialisé. C'est pas dans la discipline qui va être transmise. Alors évidemment, il existe des vulgarisateurs plus spécialistes de certains domaines que d'autres. En règle générale, même c'est les sujets qu'on préfère. Moi, je vais beaucoup plus être sur la philosophie, sur l'épistémologie, sur toutes ces choses-là, mais je serais bien incapable de vous parler de physique, par exemple. Il faudrait que je l'étudie. Mais là, si vous me posiez une question au débeauté, je serais bien embêté. Non, là je parlais véritablement de capacité d'appréhension, d'être capable de parler à différents types de publics. Pareil, des enfants. Je parlais tout à l'heure de Tania Louis de Sciences de Comptoir, elle est extrêmement douée pour vulgariser à des enfants. À titre personnel, j'en serais bien incapable. Ce n'est pas un public avec lequel j'ai appris à parler, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Il faut aussi être capable de faire preuve d'humilité dans ce boulot. Il faut être capable de se dire, ok, ça je suis capable de le faire, ça j'en suis pas capable. Des fois, on m'a demandé des interventions, j'ai purement et simplement dit, écoutez, non, je ne suis pas du tout compétent là-dedans, je vous renvoie vers un confrère ou une consoeur qui sera beaucoup plus capable que moi, et parce que si j'y étais allé, juste, j'y serais allé, j'aurais pris mon chèque, et en fait, j'aurais servi à rien. J'aurais pu faire illusion, j'aurais pu parler, mais en fait, mon travail n'aurait pas du tout été fait. Ça n'aurait pas été honnête. Alors, il existe plein de gens malhonnêtes, hein, dans tous les corps de métier, le mien y compris. Mais il faut aussi être capable de faire preuve d'humilité, de savoir de quoi on parle, d'où est-ce qu'on se situe, et être capable de dire, et là on revient sur l'esprit critique, je ne sais pas. Tout simplement. C'est vraiment une question... Ouais, ah, le micro est déjà là. Alors, ça marche là? Oui. Ça marche. Alors, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, passer du savoir. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est passer l'envie de savoir. C'est ça qui est important dans la vulgarisation. Alors, parce que quand un vulgarisateur me plaît, quand il aborde un sujet plaisant, je vais prendre un bouquin ou plusieurs et je vais accélérer mon savoir. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Je veux dire, au début, la première chose qu'on fait, c'est passer du savoir, c'est transmettre des informations. Après, et c'est ça qui est absolument délicieux, et c'est ce qu'on adore voir dans les commentaires, ce qu'on adore voir quand on vient au contact des personnes, qu'elles viennent nous voir après, qu'elles nous parlent, c'est de voir qu'on a allumé la flamme de la curiosité. Et effectivement, ça c'est l'enjeu rêvé.
C'est ce qu'on préfère. Des fois, on peut aussi se contenter de juste avoir transmis l'information, mais si on a allumé cette étincelle-là, mais quel plaisir, quel plaisir. Et c'est ce qui se passe aussi très très souvent, et c'est ce qu'on essaye de faire bien sûr, notamment tiens, sur Internet. Quand je sors une vidéo sur ma chaîne, mon envie c'est que les gens aillent voir les autres. C'est justement d'allumer cette curiosité-là. Enfin, peut-être qu'ils l'ont déjà, hein. Je veux dire, a priori, les gens qui vont voir de la médiation sur Internet, très très souvent, c'est des gens qui sont d'ores et déjà curieux et qui ont envie d'y aller. Mais, de temps en temps, on a ces moments de grâce, où on a une personne dans les commentaires, qu'on voit apparaître dans plus ou moins toutes les vidéos, qui nous dit qu'elle suivait pas du tout ce sujet et que ça l'a passionné. Ça arrive, et ça, ouais, c'est absolument délicieux. Ouais? J'avais une question sur ton expérience par rapport à... Tu avais dit qu'en fait, ce qui était compliqué aussi, c'est, par exemple, par ce milieu-là, de ne pas être condescendant et de ne pas rester dans cette bulle. Et comment, quand tu fais un script ou enfin, une conférence, c'est peut-être un peu différent, mais quand tu fais un script, est-ce que tu vas relire par des personnes ou comment tu fais pour être sûr, enfin, pour t'assurer que tu n'as pas cette condescendance? Alors ça, malheureusement, la sensation de condescendance, c'est compliqué parce que le simple fait de parler d'un sujet qu'une personne ne connaît pas, cette personne peut le ressentir, peut ressentir une forme de condescendance, alors que c'est pas du tout volontaire et qu'il n'y a pas du tout de... Je ne regarde pas cette personne de haut. Alors je vous préviens, jusque-là, normalement, dans 9 minutes, il faut arrêter, donc après, je pense que je ne reprendrai plus qu'une seule question. Voilà, on a été assez clair avec moi, il faut finir à 16h. Des fois, c'est compliqué parce que la condescendance est dans l'œil de la personne qui regarde. Alors, on aura beau prendre toutes les précautions qu'on veut, ça va être interprété comme de la condescendance. Mais il y a quand même un minimum. Il y a quand même un minimum où on est tous des animaux sociaux. Globalement, je sais très bien que si après votre question, j'avais fait ça, que bon, alors, oui, là, il y a de la condescendance qui est évidente. Mais cette espèce de douceur, de tendresse dont on essaye de faire preuve, enfin, dont certains d'entre nous essayent de faire preuve, en tout cas c'est mon cas, j'essaye, c'est pas si simple parce que, ouais, souvent la condescendance c'est dans l'œil de celui qui regarde. Donc là, contre ça, malheureusement, je suis bien impuissant. Mais c'est une très très bonne question, hein. C'est une très très bonne question, et des fois, des personnes dans les commentaires répondent des choses qui me semblent lunaires, que j'avais absolument pas prévues, mais... Voilà, c'est tout l'enjeu du dialogue, voilà, c'est compliqué. Oui? On fait encore 2 questions, 2 minutes, et puis... D'accord? Parfait, merci beaucoup. Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, c'est-à-dire la validation des compétences, du métier, de vulgarisateur. Ouais. Donc tu as parlé d'un syndicat qui va donc déterminer... des compétences, des critères. Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que si jamais un jour un diplôme, une validation, je ne sais pas quoi. Alors, elle existe déjà. C'est assez intéressant parce que, par exemple, comment déterminer que ces vulgarisateurs donnent des choses vraies, véridiques. Je pense par exemple les frères Bolganov. Alors voilà, là, même le professeur Raoult, ce sont des grands vulgarisateurs, on les voit tout le temps, ils parlent très fort, ils ont tout un argumentaire. Mais comment dans une formation, dans un diplôme, dans une validation, dans un syndicat de vulgarisateurs, est-ce qu'ils pourraient faire valoir que ce sont des vrais vulgarisateurs? Ils connaissent peut-être la communication, mais après le savoir, ça ne garantit pas la vérité du savoir. Un diplôme, une validation, une certification, c'est avant tout des approximations. On l'a bien vu avec Raoult, on l'a bien vu avec les Bogdanov, qui avaient un doctorat, hein, les 3 avaient un doctorat. On l'a bien vu avec énormément de personnes en fait. Existe-t-il une manière absolue et irréfutable de définir ce qu'une personne est bonne ou mauvaise? Non, il faut en faire le deuil. Et là, on revient tout simplement sur ce qui nous concerne tous, l'esprit critique. Il faut savoir faire preuve d'esprit critique, savoir vérifier l'information, même si une personne est présentée comme le meilleur vulgarisateur du monde, ne pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Moi, je suis lâché ici, je suis très très content que vous me questionnez, et je suis même très très content que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec moi.
c'est super, on met en place du dialogue, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant. Et même avec un syndicat, même avec des diplômes, même avec des certifications qui existent, hein. Il existe quelques écoles qui proposent des diplômes de vulgarisation. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas ce diplôme de vulgarisation, je vous le dis en toute transparence. Moi, j'ai commencé à pratiquer la vulgarisation plus ou moins en même temps qu'à l'époque où j'ai commencé à enseigner. Parce que j'avais envie d'enseigner aussi en dehors du contexte purement et simplement scolaire. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça, je trouve ça plus intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'épanouit davantage. Voilà. Je me sens plus utile à parler à des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre dans des établissements scolaires que j'en prenais à l'époque où j'allais là où en fait, les élèves étaient obligés d'être. Donc oui, esprit critique. Je n'ai pas d'autre réponse malheureusement parce que aucun bout de papier ne sera jamais certifié de manière irréfutable de la qualité d'une personne. Oui, moi, je voulais conclure par rapport à ça, c'est-à-dire que, en effet, quand on est dans la vulgarisation, je me posais la question à quel moment on ne s'éloigne pas de la démarche scientifique et de l'esprit critique. C'est, voilà, Quand on c'était devient... la question, mais bon, je pense que tu as répondu. Quand on devient mauvais.